Toujours le plus jeune à m'entraîner. Mais depuis quelques années, je remarque de plus en plus de jeunes hommes, voire même très jeunes. Un véritable mouvement est né, une culture du gym. Qu'est-ce qui nous amène ici à vouloir soulever ces poids? Qu'est-ce qu'on cherche? Et surtout, jusqu'où on est prêt à aller et à quel prix? Tu te souviens d'un déclic, un truc en particulier qui t'a vraiment dit « Ok, j'ai envie de faire ça ». J'ai tout le temps été un jeune sportif. Puis je pratiquais le basket, le hockey, le tennis, la natation. Puis il y avait un prof d'éducation physique qui c'était un ancien, en fait c'était un bodybuilder, mais retraité. Là, moi, tout de suite, quand j'ai vu sa photo affichée, je voulais être comme lui. Dans la puberté, clairement, lorsqu'il y a une fille qui te tape dans l'œil, tu te dis, ça te tente de la plaire, puis tu ignores un peu comment t'y prendre, fait que tu te dis, ah ben, pour que ça marche, ben, pourquoi pas avoir un corps d'Apollon? C'est rare qu'on va voir un homme qui est out of shape sur Internet et que quelqu'un va dire « Ah, t'es le modèle d'un homme que j'aimerais être. » Non, ça n'inspire pas la jalousie, ça n'inspire pas la motivation. C'est « Non, je veux pas avoir l'air de cet homme-là, je veux avoir l'air de l'homme qui attire le regard des femmes. » C'est juste une question d'être en santé puis d'être bien dans son corps. Parce que je refuse de croire que quelqu'un qui est, on va dire, obèse est bien dans son corps. Le fait d'être plus fort, c'est pas vraiment ce qui est le plus important pour moi. C'est vraiment plus l'esthétique, être bien dans sa peau. T'as bien beau avoir des millions de dollars, tu peux avoir des montres qui vaut super cher, des chars qui vaut super cher, du linge qui vaut super cher. Un corps comme ça, c'est la seule chose que tu pourras jamais acheter. Puis je pense qu'il y a beaucoup de respect qui vient avec ça. Ça faisait 3 ans que je m'entraînais tout seul, avec aucune connaissance vraiment. J'ai réussi à prendre 100 livres en 1 an et demi. J'ai toujours été un gars qui était toujours derrière les autres quand j'étais plus jeune, au secondaire. Quand je jouais au soccer ou ballon racheteur en éducation physique, j'étais toujours le dernier prix. T'es pas assez bon, t'es trop petit, t'es pas assez fort. Fait que je me sentais toujours diminué par rapport aux autres. Mon père vient du Pérou, ma mère d'Uruguay. Mon père, malheureusement, il est absent. Il habite à Miami. C'est sûr que ça n'a pas aidé l'absence de mon père. J'avais plus d'amis, même avec les filles, j'étais anxieux. En fait, je m'aimais pas. Puis depuis que j'ai commencé à m'entraîner, ça m'a donné une source de confiance en moi. Au moment où j'ai commencé à m'entraîner, c'est là que j'ai découvert que les gens m'admiraient. L'idéal du corps masculin a considérablement évolué et varié à travers les époques et les cultures. À la fin des années 1800, l'homme fort devient une icône culturelle populaire. Le monde découvre alors le célèbre Eugène Sandow, considéré comme le père de la musculation moderne. Cette nouvelle vision du corps masculin se répand rapidement dans le monde occidental, notamment grâce au travail de 2 frères montréalais, Ben et Joe Weider, qui créent la célèbre compétition de musculation Mr. Olympia et révèlent un jeune Autrichien ambitieux, Arnold Schwarzenegger. Inspirés par ces célébrités et les influenceurs fitness, des millions de jeunes partagent leur incroyable parcours pour transformer leur corps. Parmi eux, Luca. Son rêve, devenir le futur Monsieur Olympia. Je le rencontre alors qu'il tentera dans quelques semaines de gagner son statut de culturiste professionnel dans une grande compétition nationale à Toronto.
Je fais 40 minutes de cardio le matin à jeun. Fait que dès que je me lève de mon lit, je vais directement sur mon cardio. Puis je fais mon petit 40 minutes. Le but, c'est de brûler autour de 250, 275 calories. Fait que le but, c'est vraiment d'enlever tout mon gras sur mon corps. Donc, être en déficit calorique, entraînement 5-6 fois semaine. Mes bras sont déjà bien, je travaille pas vraiment. Parce que là, il faut que je cherche plus d'épaules, plus de chest aussi, pour être proportionné. Fait que, puis aussi, il faut aller chercher la condition. On va vraiment être comme sur la peau sur le muscle. Quand tu tournes dans le miroir, comment tu vois ton physique? Qu'est-ce que tu dis là? Là, pour l'instant, je me trouve gros, un peu enrobé. Tu sais, je suis comme... J'ai quelques abdos, ça, on voit mes définitions, c'est sûr. Mais si je me compare, mettons, au résultat final, du stage, être en shape pour le stage, c'est rien. Là, je me dis que je me sens comme une merde, comme on dit. Ça, c'est les suppléments plus à prendre le matin pour la perte de gras. Les suppléments plus, qu'est-ce que c'est? À la fin du 19e siècle, le neurologue Charles-Édouard Brown-Séquard s'injecte des extraits de testicules de chiens et de cochons d'Inde pour en décrire les effets bénéfiques. Il dit alors avoir retrouvé force et jeunesse grâce à ses expériences. Mais ce n'est que dans les années 30 que le chimiste Adolphe Butenandt identifie la présence d'une hormone stéroïde dans les testicules qu'il nomme testostérone. Très rapidement, la testostérone et ses dérivés trouvent une utilisation toute désignée, le monde du sport. À partir des années 70, dans les gyms de Californie, les culturistes expérimentent les stéroïdes anabolisants. Leur popularité est exponentielle. J'ai ainsi vu apparaître dans les toilettes de mon gym, qui fait partie de la plus grande chaîne au Québec, des poubelles destinées aux seringues. De nouveaux produits sont apparus récemment, les SARMs. Tout comme les stéroïdes classiques, ils servent à prendre de la masse musculaire, brûler du gras ou encore augmenter la définition des muscles. Très populaires sur les réseaux sociaux, ils sont rapidement devenus la porte d'entrée vers les stéroïdes pour toute une génération. Est-ce que tu te souviens, c'est la première fois que tu as entendu parler de stéroïdes, de produits anabolisants, de SARS? Je dirais c'est aux alentours de 10 ans vraiment que j'ai pris conscience que ça existait. I was natural and everything changed. I love roids. Roids. J'ai commencé à m'entraîner à 16 ans, puis un an plus tard, j'ai entendu parler des SARMs. Le fait de l'injection, par exemple, de la testostérone ou d'autres produits, fait beaucoup peur aux gens parce que c'est une piqûre, on voit vraiment ça comme une drogue. Mais les pilules, les gens, ils font juste l'avaler. Fait qu'ils disent c'est comme un supplément, c'est comme si je prends de l'oméga 3, c'est comme si je prends du zinc. Week 1 SARMs report. Results from my first cycle. Tu te fais bombarder de publicité où est-ce que c'est des gars super énormes mais secs. Puis en disant que si tu prends ci, si tu prends ça, ça va t'arriver. C'est 3 bouteilles qui a une montagne, puis un gars en arrière en abdos est tout le temps là. C'est pire que ce qu'on croit. Les produits dopants dans les jeunes de notre âge sont partout. Why I started testosterone at 15. I started steroids at 19 years old. Je connais beaucoup de monde qui en prennent quasiment trop, en fait. C'est quasiment grave, là. Before PEDs versus after. How it started. How it's going. Day 1 on gear. Results from my first test cycle. Natural versus unnatural. "25 weeks later." Je pense que les gens qui pensent que les stéroïdes et les SARMs et tous les produits anabolisants ne sont pas présents dans les gyms vivent en dessous d'une roche. C'est sûr à 100% que dans chacun des gyms, il y a au moins 1, 2, voire même peut-être plus de personnes qui en vendent. Mais sinon, ça se commande super bien en ligne.
compliqué. Canadian Anabolic est numéro 1 au Canada en livraison de stéroïdes anabolisants parce qu'on a créé une manière plus efficace d'acheter des stéroïdes en ligne. Nos clients sont si satisfaits qu'ils partagent continuellement des éloges et des critiques positives. Au Canada, la possession de stéroïdes anabolisants et de SARMs est permise. Mais la vente de ces produits est illégale. Pourtant, il existe des centaines de sites internet canadiens et québécois qui permettent de les acheter. Ils proposent tous les produits imaginables sous forme injectable ou orale. Ici, aucun contrôle, aucune assurance sur la qualité de ce qu'on achète. Il ne me reste plus qu'à payer par virement Interac ou même en Bitcoin et attendre la livraison. Ouais, chaque matin, quand je me regarde, je flex tout le temps. À chaque fois que je vais aller prendre ma douche, même aussi. Qu'est-ce que tu vois là dans le reflet quand tu te regardes? Je me vois petit. Quand tu dis que tu te vois petit, est-ce que tu réalises que t'es imposant quand même? Pour un gars naturel, oui, mais je me trouve quand même petit. Ouais, je me trouve petit. C'est jamais assez. Dans le fond, je pense que c'est presque un problème psychologique, là. Moi, je suis un peu obsédé avec ma shape, comme on peut dire. Goes to gym because I hate how I look. Hates it even more. Now I gym more. J'ai l'impression que j'ai deux personnes dans ma tête. J'en ai une qui me dit « Mon corps, en ce moment, il est incroyable. J'ai fait tellement de progrès. » Et j'en ai une autre qui me dit « Quand tu te regardes dans le miroir, t'es pas assez bon encore. » Le fait de prendre des photos chaque jour, ben, dans 6 mois, tu vas pouvoir retrouver la photo d'aujourd'hui. Tu vas dire « Ok, j'ai fait du progrès, bravo. » Puis tu as un 2 secondes de petite tape dans le dos. Les journées que la body dysmorphia hit pas. Peu importe gros comme t'es, si après ta session d'1h30 de pec, puis de bras, puis t'es gonflé à bloc, t'arriveras jamais à ce moment-là, à part si tu recommences le lendemain. Je me retrouve dans des périodes où est-ce que je suis un peu dépressif parce que justement j'ai pas réussi à atteindre mes buts ou j'ai pas réussi à avoir les objectifs ou à avoir l'air physiquement de ces gens qu'on voit sur Instagram. Ou est-ce que je me dis pourquoi je suis pas capable d'atteindre ces niveaux-là? Imagine where you would be if you packed as much as you spoke. Donc ici, on a 200 grammes de poulet, 200 grammes de riz. Quand je bulk, quand je prends de la masse, le fait que je mange entre 4 et 6 000 calories, des fois je peux regarder mon assiette pendant 1 heure. Ouais. Donc j'écoute des vidéos comme ça. Tout du monde qui mange, qui veut être gros. Puis là, je mange, je dis, je vais avoir ce dos-là. Fait que je mange. Parce que si eux autres sont capables, je suis capable aussi. Ouais. J'ai hâte d'être gros comme lui. Ouais. Pensez en consommer? Définitivement. J'ai déjà pensé le faire, oui, absolument, à 110%. C'est très, très dur de passer à côté de juste faire non, je refuse de voir ça. Je n'ai jamais pris encore, mais c'est sûr que ça en vient quand même assez bientôt.
Même mes parents savent là, que ça fait quasiment 3 ans que je leur en parle que ça s'en vient. Je vais commencer par 400 mg de testostérone avec un petit peu d'Anavor. C'est quelque chose que j'envisage, là. Les produits anabolisants, ça, c'est certain. Moi, mon but, c'est de faire une carrière dans le bodybuilding, d'aller à Olympia, puis on se rend pas là naturel. Si je ne bench pas 225 en série d'ici l'action de grâce, c'est pas juste la dinde qui va se faire injecter. Je vais être honnête, j'en prends. J'en ai utilisé. Je suis même très transparent par rapport à ça. Mon dosage, c'est 400 mg de testostérone en TAT par semaine. J'ai fait des SARMs aussi. J'ai pris un entraîneur privé, puis un entraîneur privé, ça connaît plusieurs personnes. Une source quand même assez fiable aussi. Donc, ça a été assez facile d'y avoir accès, là. D'après une méta-analyse basée sur 187 études réalisées à travers le monde, le taux de prévalence de la consommation de stéroïdes anabolisants chez les hommes serait de 6,4%. Au Canada, dans une étude effectuée par l'Université de Toronto en 2022, 2,8% des jeunes hommes de 16 à 30 ans déclaraient en utiliser ou en avoir utilisé. De l'aveu même des chercheurs, ces chiffres sont sûrement sous-estimés en raison de la stigmatisation sociale qui entoure la consommation des stéroïdes. Malgré mes recherches, je n'ai trouvé aucune étude émise par Santé Canada ou le ministère de la Santé du Québec portant sur la consommation de produits anabolisants à des fins esthétiques. Quels produits prendre? En quelle quantité? Combien de temps? Internet a toutes les réponses dont vous aurez besoin. Que ce soit sur Reddit, YouTube ou les différents réseaux sociaux, ils sont nombreux à partager leur savoir avec un public avide d'informations. C'est ce qu'on appelle la bro science. Anavar, Tribolone, Testosterone, Winstrol V. Today we're going to be talking about EQ, also known as Equipoise. Deca. Yo tout le monde, on se rejoint pour cette nouvelle vidéo qui va traiter de la Trenbolone. Welcome to this new video on how to use Nandrolone. Oggi andremo a parlare del Deca Durabolin. Le Dianabol est lui un produit qui a été créé exclusivement pour booster les performances. زيادة القوة العضلية وزيادة قوة تحمل الجسم. Une cure de Dianabol dure environ 6 semaines. La plupart de ces produits ne sont pas destinés à la consommation humaine. Par exemple, l'équipoise, tirée de l'urine de cheval, est très populaire pour les chevaux de course. Ce produit est reconnu pour être à l'origine de la mort du célèbre cheval Medina Spirit, qui s'est effondré foudroyé par une crise cardiaque après un entraînement. Les effets secondaires de ces produits sont nombreux. Tremblements incontrôlables, sueur nocturne, nausées, crampes musculaires, tout sévère provoqué par l'injection, perte de libido et de l'érection, atrophie des testicules, arrêt de la production de testostérone, gynécomastie, soit l'apparition de seins chez l'homme, graves problèmes cardiaques pouvant mener à la mort, infarctus du myocarde, AVC, hypertension, acné, cancer, léthargie. Les stéroïdes ont un des taux de dépendance les plus élevés, environ 30%. C'est plus que l'héroïne, la cocaïne ou l'alcool. Une étude récente a prouvé que les utilisateurs de stéroïdes ont un risque 9 fois plus élevé d'être reconnus coupables d'un crime violent. Ils sont aussi 2 fois plus à risque de suivre des traitements par antidépresseurs et antipsychotiques. Enfin, leur taux de mortalité est 3 fois plus élevé que dans la population générale. Nombreuses années, il accompagne des jeunes dans leur rêve de se construire un corps de culturiste. Ce vieux routier du bodybuilding au Québec a été le premier francophone à parler ouvertement de son utilisation de produits anabolisants via ses vidéos sur YouTube. Avez-vous mangé, là? À mon gros? Tout le monde est caché. T'es tout seul, tout le monde est caché. Il y a plusieurs années, le culturisme, c'était un sport qui était underground, que personne ne voulait pratiquer parce qu'il y a que les fêlés qui en faisaient. Puis aujourd'hui, on vend ça comme si tout le monde pouvait faire ça. Comme si tout le monde avait le potentiel de gagner, d'être champion, d'être bon. Et c'est pas vrai du tout. Et c'est sur ces gens-là que les jeunes aujourd'hui se modélisent. Puis là, ils regardent ça, puis j'ai des gars, là, ils ont 19, 20 ans, là. Ouais, ben là, on me parle de Trenbolone, on me parle de Sustanon, on me parle de Primobolan. Ben moi, je trouve que tu parles pas mal trop, là. On s'entend pas, là. Faire de la Trenbolone à ton âge, non, t'es fou, là. Je les éduque à ça, je les arrête, je mets le frein. Déjà là, en partant, travaillez donc toujours avec des gens qui vont vous conseiller comme il faut. Parce que selon votre âge, selon vos expériences, selon votre passé sportif, selon vos blessures, on ne peut pas répondre à chacun de ces besoins-là avec un produit. Ça fonctionne pas comme ça.
On leur vend des images d'hyper-développement, d'hyper-sexualisation, de super-masculins symboles qui sont tout à fait erronés. Il n'y a pas un gars à l'Olympia qui est en santé. Ils sont en shape. Ils sont pas en santé. Hein, faut démêler ça. Je me suis entraîné toujours très fort et très intensément. Mes 2 gros orteils, aujourd'hui, sont foutus. Ils sont finis parce qu'ils ont trop plié, ils ont trop eu de poids, ils ont trop eu de pression. Je me suis fait opérer à l'abdomen, ils m'ont fait une abdominoplastie. C'est une reconstruction complète. Il y avait un hernie, il y avait une diastase, il y avait séparation des abdominaux de 7,5 cm chaque côté de la ligne médiane. Alors, tout a lâché, tout a ouvert, tout a arraché. C'est un sport dans lequel tu dois avoir des vérités authentiques, puis dans lequel les gens doivent être transparents avec toi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de bodybuilders qui parlent de leur santé, des risques. C'est vraiment un des seuls qui est vraiment open. Parce que je sais les risques, là. C'est pas santé, là, faire du bodybuilding. Mais je fais mes prises de sang chaque mois. J'ai un médecin. Je fais le nécessaire pour faire du bodybuilding le plus santé possible. J'aime mieux vivre un 50 ans avec ce que j'aime faire que de vivre jusqu'à 80 puis me dire j'aurais pu faire ça, j'ai pas fait ce que j'aime. L'espérance de vie est pas importante, mais c'est pas dans ma tête. These guys, they get to a point and they tap out. Something happens, but hopefully not catastrophic. There are warnings. They may have a blood clot. They may have some emotional breakdown, losing too much hair, having too much acne. And now you can't come off of the injections because you feel terrible and you can't have sex without it. If you have mood disorders and you have underlying depression, your brain is more sensitive than the average guy that doesn't have that. I've seen suicides because of men coming off, inappropriately told by physicians to stop steroids. Come on in, man. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? T'es malade? Ouais, dans le fond, j'ai une pneumonie aux 2 poumons. J'étais allé à l'hôpital, dans le fond, j'ai passé ma nuit à l'hôpital. C'est que je respirais plus. J'ai craché du sang, j'ai comme la grosse affaire, là, fait que c'est tough, là. J'imagine. Donc c'est quoi pour toi les prochaines étapes, là? La prochaine étape, c'est se reposer, enlever tout produit de mon corps toxique ou nocif. Donc là, pour ta compétition que tu voulais faire à Toronto, t'en es où? Ouais, d'annuler. Parce que dans le fond, il faut que je sois prêt dans 3 semaines. Parce que là, mettons, tu sais, j'ai comme mal musculaire, mal aux os, puis comme les yeux pas capables de marcher. Fait que, ouais. Puis, il y a un problème, là. Bon, ben, prends soin de toi, repose-toi bien. C'est beaucoup, là. Si on devait retenir un point tournant dans le culte du corps musclé, ce serait l'apparition en 2009 de Aziz Sergeyevich Shavershian, mieux connu sous le nom de Ziz. It's time to talk one-on-one with everyone here. Listen carefully, bros. This is the revolution. Everyone has a little bit of Ziz in them. Le jeune Australien, né en 1989, est devenu mondialement connu en exhibant sa transformation impressionnante. Souvent considéré comme le premier influenceur fitness de l'Internet, Ziz se présentait comme fils de Zeus, frère d'Hercule, père de l'asthétique. Asthétique fait référence à un physique musclé, sec et découpé, aux épaules larges, une forme physique aux proportions symétriques qui serait parfaite selon des critères purement esthétiques. A well-known Sydney bodybuilder has died after collapsing in a sauna in Thailand. En 2011, il décède d'une crise cardiaque. Il avait 22 ans. Les rapports de toxicologie n'ont jamais été rendus publics.
Alors qu'Aziz est mort, sur Instagram, des centaines de mots-clés basés sur Ziz donnent des millions de résultats. Ses fans se définissent comme l'armée de Ziz. Si aujourd'hui, sur la plupart des profils de jeunes hommes passionnés de musculation, on retrouve un emoji représentant le trident de Poséidon, c'est pour lui rendre hommage. Une façon de célébrer sa quête d'un corps de dieu grec, un symbole de pouvoir et de force, et une certaine vision de la masculinité. Ziz a capté un mouvement bien avant que quiconque ne voie ce qui se passait. Je pense que c'est un espèce de vide que j'avais, que la musculation m'a permis de combler. À force de voir du monde sur les réseaux sociaux, de non seulement leur physique, mais où est-ce qu'ils étaient rendus dans leur vie grâce à ça, ben c'est vraiment... ça m'a motivé. Quand j'étais jeune, je me sentais pas bien dans mon corps. J'avais comme un malaise social. Je voulais bien paraître. Une bagarre dans la cour d'école. Je me suis fait casser la gueule directement, donc c'est pas mal ce qui m'a fait commencer à aller à la salle. Des fois, on me battait, on me mettait par terre, on me frappait, on me poussait. Quand les profs ils regardaient pas, on me mettait par terre. On me visait tout le temps dans les sports, par exemple, parce qu'ils savaient que j'étais vraiment pas sportif, que je pouvais pas attraper les ballons qu'on me lance. Moi, j'avais pas les réseaux sociaux au primaire, mais je savais qu'on se moquait de moi là-dessus. Ça leur fait vraiment plaisir là, de voir que maintenant plus personne veut de mal avec moi. Toute mon primaire, puis mon début de secondaire, j'étais en surpoids, puis j'étais une bonne victime d'intimidation. Ça, c'était constant. C'est sûr que dans le temps, je pleurais, puis c'était pas le fun. Mais là, en ce moment, je regarde comment je me suis développé. Puis c'est de quoi que j'aime, puisque finalement, ça me formé la personne que je suis en ce moment. Ça me libère complètement, là, ça me libère de l'anxiété, du stress, tout ça. Là. Sans le gym, pour vrai, moi, je serais pas capable de vivre. Là, je me sentirais mal là, à l'intérieur de moi. Là.